Donc, le cours qu'on avait fait, donc, ça concernait donc, le principe de l'inversion de contrôle et l'injection des dépendances. Et bon, l'idée principale, c'est quoi? C'est en fait, dans un projet, il y a les exigences fonctionnelles et les exigences techniques. Bon, les exigences techniques sont nombreuses, donc notamment la- les performances, la sécurité. On a parlé également de la maintenance. Nous avons parlé, en fait, une application doit être facile à maintenir. Et pour qu'elle soit facile à maintenir, donc elle doit être fermée à la modification et ouverte à l'extension. Et donc, si vous voulez en fait créer une application, c'est-à-dire qui respecte toutes les exigences, aussi bien fonctionnelles que techniques, la manière la plus simple, c'est d'utiliser le principe de l'inversion de contrôle. Et l'inversion de contrôle, c'est le principe, c'est quoi? Très bien. Alors, c'est permettre aux développeurs de se concentrer sur les aspects fonctionnels, c'est-à-dire le code métier de l'application, alors que c'est le framework qui va s'occuper du code technique. Alors, pour moi, c'est ça la baguette magique de l'ingénierie logicielle. Parce que si le développeur va, c'est-à-dire se nager dans en fait, dans le code métier et le code technique, à un moment donné, on aura du code spaghetti, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on aura du code dans lequel on va mélanger le code métier et le code technique. Alors, généralement, si les entreprises n'acceptent pas ce genre de code, on a déjà expliqué tout ça la semaine dernière. Et donc, le meilleur moyen, c'est d'utiliser le principe de l'inversion de contrôle. Et l'utilisation de l'inversion de contrôle, c'est ça. Donc, utiliser un framework qui va s'occuper des aspects techniques, notamment la sécurité, tout ce qui va avec la gestion des transactions, etc. Et après, le développeur donc, va écrire que le code métier. Et nous avons dit que l'inversion de contrôle a été rendue possible. Il est basé en tout cas grâce sur quoi? Sur l'approche orientée aspect, sur la programmation orientée aspect. Et justement, la programmation orientée aspect, c'est un paradigme de programmation qui avait été créé, qui a été créé, justement, c'est pour permettre de séparer le code métier du code technique. Donc, avec l'orienté aspect, on n'a plus besoin de mélanger le code métier avec le code technique. Alors, bon, la semaine dernière, donc, aussi, nous avons vu comment créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension. Et nous avons dit que la première des choses, si vous voulez déjà créer une application qui est ouverte à l'extension, eh bien, tout simplement, il faut utiliser le couplage faible. Donc, nous avons parlé donc, du principe du couplage fort, couplage faible. Couplage fort, c'est quand vous avez deux classes sont liées directement. Quand une classe est liée à une autre classe par une association, c'est-à-dire quand une classe dépend d'une autre classe directement, c'est du couplage fort. Mais quand une classe dépend que des interfaces, c'est du couplage faible. Et nous avons vu que, voilà, donc avec le couplage faible, on peut créer une application effectivement qui est fermée à la modification ouverte à l'extension. Alors, pour l'exemple, on avait créé un petit exemple d'application dans lequel il y a la couche DAO dans lequel on avait créé une interface IDAO qui contient une méthode getData. On a créé une implémentation de cette interface. Et donc, on suppose que la méthode getData, il va juste, on va dire, se connecter à la base de données pour récupérer une valeur de température. Ici, donc, on génère une valeur aléatoire. Donc, c'est la valeur de la température qui est retournée. Et ensuite, la couche métier, la même chose. La couche métier est définie par une interface. Alors, ça suppose que pour nous, donc, la spécification, la seule spécification fonctionnelle que nous avons dans cette petite application, c'est calculer. Donc, il y a une interface et métier, et après, il y a une implémentation de cette interface. Donc, nous avons créé une classe qui implémente cette interface, et après, ici, nous avons une dépendance. Parce qu'en fait, la couche métier, dans la méthode calcul, pour faire le calcul, nous avons une formule, en fait, c'est-à-dire une formule aléatoire comme ça. Pour faire le calcul, nous avons besoin de faire appel à la méthode getData de la couche DAO, et du coup, donc, nous avons en fait la classe métier qui dépend de la couche DAO. Alors, pour ne pas dépendre de la classe, on dépend de l'interface. Donc, le fait de dépendre de l'interface, ça, c'est une très bonne pratique.
dépendait des interfaces et ne dépendait pas des classes, et ne dépendait pas des implémentations. Alors ça, c'est le pouvoir du couplage faible. Je l'ai expliqué en fait la dernière fois, donc c'est juste pour rappeler. Donc je dépends d'une interface. Et après, donc, ici, donc, on fait appel à la méthode getData. Donc, je ne connais pas la classe, je connais que l'interface. On avait ajouté un setter, c'est pour faire, injecter, c'est pour faire l'injection des dépendances, parce qu'en fait, la variable DAO que nous avons dans cette classe est une variable qui est nulle, enfin, qu'on n'a pas initialisée. Donc, il nous faudrait donc une méthode qui permet à un moment donné de faire en fait l'injection des dépendances. C'est ici dans le vidéoprojecteur, je pense. Et pour faire l'injection des dépendances, donc nous avons dit qu'en fait, au départ, nous avons commencé par l'instanciation statique avec new, créer un objet DAO, créer un objet métier et après plutôt associer ces deux objets. Donc c'est l'injection des dépendances. Et après, nous avons vu qu'avec ça, bien sûr, c'est du couplage fort. Donc, si vous voulez rendre l'application complètement fermée à la modification et ouverte à l'extension, nous avons fait la même chose, mais en utilisant l'instanciation dynamique. C'est ce que vous avez découvert pour la première fois. Donc, nous avons, dans l'exemple, nous avons créé un fichier de configuration dans lequel nous avons en fait deux lignes. On va juste déclarer deux lignes. La première ligne dans laquelle on déclare le nom de la classe qu'on veut utiliser dans la couche DAO. La deuxième ligne, on déclare le nom de la classe métier. Et après, l'application, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, il va lire le fichier texte, configuration. Et après, il va lire la première ligne du fichier texte, il va charger la classe, il va trouver le nom de la classe, il va la charger en mémoire. Ensuite, il va créer une instance de cette classe. Il fait la même chose. On va charger la classe métier, la deuxième ligne, et on va l'instancier donc avec new instance. Et après, donc, pour faire appel à la méthode, pour faire appel à une méthode dynamique, on crée l'objet méthode, on spécifie le nom de la méthode et après on fait appel à la méthode invoke. Ça, c'est juste une lecture en diagonale. Alors, tout ce détail-là, donc, je l'ai partagé avec vous dans la vidéo que je viens de vous envoyer hier, d'accord? L'intégralité de l'enregistrement de la démo de la dernière fois. Donc, vous l'avez. Je vais vous demander tout à l'heure que tout le monde travaille sur cet exemple-là, d'accord? Mais avant de travailler sur cet exemple-là, nous avons dit que, en principe, si vous voulez créer une application dans laquelle vous faites l'injection des dépendances en travaillant de cette manière-là, donc c'est un peu lourd. Ça prend beaucoup de temps. Alors, c'est la raison pour laquelle, généralement, pour faire l'injection des dépendances, il faut utiliser un framework. Et justement, Spring, c'est le framework que nous allons utiliser. C'est l'un des frameworks les plus utilisés et qui sont basés sur le principe de l'inversion de contrôle et de l'injection des dépendances. Alors, maintenant, avant de vous laisser travailler, donc, je vais continuer cette démo et je vais essayer donc de voir comment, c'est-à-dire la partie Spring, c'est-à-dire comment vous allez compléter avec la partie Spring. Alors, pour travailler avec la partie Spring, donc, en principe, vous aurez besoin d'utiliser des librairies de Spring. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir commencer à télécharger déjà, n'est-ce pas? Il faut savoir quelles sont les bonnes librairies qu'il faut télécharger. Il faut les ajouter au projet. Alors ça, vous pouvez faire ça manuellement, n'est-ce pas? On peut toujours télécharger des jars, les intégrer au projet. Mais le seul problème, c'est que quand vous créez un projet Java et vous commencez à ajouter les jars manuellement à votre projet, à un moment donné, vous allez vous perdre. Parce qu'en fait, Spring, il offre beaucoup de modules. Et après, vous allez utiliser plein d'autres frameworks. JPA, Hibernate, Spring Data et d'autres frameworks. Et à un moment donné, vous aurez à gérer une grande quantité de librairies intégrées dans votre projet. Alors, c'est la raison pour laquelle, d'une manière générale, quand on travaille des projets Java, d'une manière générale, il faut utiliser un outil qui va s'occuper de faire la gestion des dépendances, c'est-à-dire qui va manager votre projet.
Donc, à ce jour, donc, il y a un certain nombre d'outils qui sont très connus. Le premier, c'est Maven. Donc, Maven, donc, c'est un outil qui permet de faire l'injection, plutôt qui permet de... Alors, je vais chercher un truc. Oui, il y a un slide ici. Je pense que j'ai quelque chose ici. Alors en fait, donc d'une manière générale, si vous voulez créer des projets Java, donc il y a deux outils qui sont assez connus, donc il y a Maven et Gradle. Alors pour ceux peut-être qui ont déjà développé avec Android Studio une application mobile Android, donc plutôt c'est l'outil Gradle qui est utilisé. Alors dans le reste de toutes les activités pratiques que vous allez utiliser, donc on va utiliser Maven. Donc c'est un outil qui est très important, qu'il faut comprendre et que vous devrez à chaque fois utiliser, donc à chaque fois que vous avez besoin de créer un projet. Donc ça veut dire que dorénavant, vous n'aurez plus besoin de créer un projet Java tout court comme vous avez l'habitude de le faire. Donc au lieu de créer un projet Java, nous allons créer ce qu'on appelle un projet Maven. Alors, en fait, c'est quoi un projet Maven? Un projet Maven, c'est un projet qui contient, c'est un projet Java qui contient un fichier qui s'appelle POM.xml. POM.xml. Alors, à chaque fois que vous avez besoin d'ajouter une dépendance, une librairie à votre projet, ben, il suffit de la déclarer dans le fichier POM.xml. Alors justement, c'est ce que nous allons faire. Nous aurons besoin d'utiliser le framework Spring. Si vous voulez, comment ça va se passer? À chaque fois que donc un projet Maven, c'est un projet qui contient POM.xml. Bon, à chaque fois que vous modifiez le fichier POM.xml quand vous déclarez une dépendance, qu'est-ce qu'il va faire Maven? Ben, Maven, il va d'abord vérifier dans un dossier local dans votre machine, c'est ce qu'on appelle un repository local, c'est-à-dire que Maven, dans votre machine, il va créer un dossier qui va appeler .m2, ça c'est le nom, on va le voir tout à l'heure. Dans ce dossier-là, c'est ce qu'on appelle le repository local de Maven, c'est-à-dire c'est là où Maven va stocker les librairies, okay, dans votre machine. Alors qu'est-ce qu'il va faire Maven? Il va regarder le repository local. Alors si la librairie qui est déclarée dans le fichier POM.xml, si ça existe, ben, il va l'intégrer aux classes path du projet. Mais s'il ne la trouve pas, qu'est-ce qu'il va faire? C'est Maven qui va se connecter à Internet. Donc ça suppose que vous avez une connexion, que votre machine est connectée. C'est Maven qui va se connecter vers ce qu'on appelle un repository central. Il y a un serveur dans lequel il va télécharger ces jars, ces librairies. Une fois qu'il va les télécharger, il va les placer dans le repository local. Donc ça veut dire que la prochaine fois, si vous utilisez les mêmes dépendances, il n'aura plus besoin de se connecter à Internet. Ça veut dire que ici, vous allez avoir dans votre machine un dossier Maven repository local. Au fur et à mesure que vous utilisez des dépendances, donc il va stocker des librairies. Donc ça, c'est le principe de base. OK? Alors, Maven, c'est la première des choses qu'il va faire d'abord. Parce qu'en fait, on va voir que Maven, il fait plus que ça. Donc Maven, il va d'abord vous permettre de gérer les dépendances de votre projet. Alors, tous les langages, toutes les technologies d'une manière générale utilisent un outil qui permet de faire c'est-à-dire de faire la gestion des dépendances. Alors, ceux qui travaillent peut-être avec JavaScript, il y a Node.js, NPM, n'est-ce pas? C'est la même chose, vous avez un fichier package.json dans lequel vous déclarez les dépendances. C'est NPM qui fait ce travail. Etc., etc. Donc vous trouverez dans PHP, c'est pareil, il y a des outils, dans C#, il y a des outils. Donc chaque framework ou bien chaque langage d'une manière générale dispose d'un ensemble d'outils qu'on peut utiliser pour gérer les dépendances. Ça, c'est un point important. Est-ce que c'est clair? Alors, sauf que en fait, Maven, il fait plus que ça. C'est-à-dire Maven, son rôle, ce n'est pas uniquement de télécharger les jars et de les placer,
Maven, c'est un outil qui permet de gérer tout le processus de développement d'un logiciel. Il permet l'automatisation du processus de construction du logiciel. Depuis la compilation jusqu'au déploiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec Maven, il y a un certain nombre de commandes que vous allez connaître. Une fois que vous travaillez avec Maven, alors sur ligne de commande, si par exemple vous tapez la commande mvn compile, ça veut dire que vous êtes en train de demander à Maven de compiler le projet. Ben, qu'est-ce qu'il va faire Maven? Il va parcourir tout votre projet. À chaque fois qu'il trouve un fichier .java, le code source, il va le compiler. Et bien sûr, quand il compile, s'il y a des problèmes de compilation, il vous affiche la liste des erreurs. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, alors si vous utilisez la commande mvn test, alors mvn test, c'est pour exécuter tous les tests unitaires. Alors en fait, généralement, dans le processus de développement logiciel, à chaque fois qu'on crée une classe, à chaque fois qu'on crée une méthode, si vous voulez, dans une classe, il faut la tester. Et pour la tester, il y a un framework de test unitaire qui est très connu qui s'appelle JUnit. JUnit, c'est un framework qui est utilisé partout. C'est pour créer ce qu'on appelle les tests unitaires. Alors tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous montrer comment créer un test unitaire simple. Et c'est l'occasion de le découvrir. Donc, quand vous tapez mvn test, qu'est-ce qu'il va faire? Maven, il va parcourir tout le projet et à chaque fois qu'il trouve qu'il y a un test unitaire, il l'exécute. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, voilà combien de tests qu'il a exécutés unitaires, quels sont les tests qui ont réussi, quels sont les tests qui ont échoué. Ensuite, la troisième commande qu'on va utiliser souvent dans Maven, c'est mvn package. Donc mvn package, ça veut dire que, en fait, vous savez que quand vous compilez, vous générez des fichiers .class, n'est-ce pas? Alors quand vous utilisez mvn package, il va vous générer le package, c'est-à-dire soit un jar ou bien un war, comme ça. C'est un fichier .jar ou bien un war. Alors c'est quoi ça? Alors quand vous mettez mvn package, ça veut dire qu'il va grouper toutes les classes de votre projet ainsi que les ressources. Il va les archiver. Dans une archive, c'est comme un fichier .zip, n'est-ce pas? Avec l'archive, il va lui donner l'extension .jar. Alors jar, ça veut dire Java archive. Alors dans un jar, généralement, qu'est-ce qu'on trouve? Généralement, on trouve des librairies de classes. On y trouve généralement une application Java. Jar. Ou parfois, si vous voulez créer une application web, que vous voulez déployer dans un serveur d'application, parce qu'en fait, une application web, généralement, il contient les classes, Java, etc. Mais également, il contient des ressources web comme des fichiers HTML, JavaScript, Servlet. Il contient d'autres ressources qui concernent la partie web. Et généralement, quand il s'agit d'une application web, c'est-à-dire que vous voulez déployer dans un serveur d'application, on préfère parfois générer le WAR, Web Archive ou bien Java Archive. Alors, quoique depuis quelques années, dans la majorité des cas, dans l'approche, ce qu'on appelle microservice, j'en ai parlé, quand on utilise l'approche microservice, donc on n'utilise plus le WAR, on utilise plutôt le Jar. Même s'il s'agit d'une application web, parce qu'après on va voir, une application web elle-même comme se forme d'un microservice, c'est un fichier .jar, tout simplement, que vous pouvez exécuter dans n'importe quelle machine. Okay? Alors en tout cas,
Alors ça, c'est le package. Et après, mvn install, c'est pour installer le package dans le repository Maven. C'est-à-dire quoi? Avec install, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre le jar ou bien le war qui a été généré, n'est-ce pas? Et il va l'envoyer vers le repository local, c'est-à-dire le dossier de Maven, le repository de Maven. Ça veut dire que si maintenant, si on veut utiliser ce jar-là dans un autre projet, n'est-ce pas? Il suffit de le déclarer dans le fichier pom.xml parce qu'il est dans le repository. Donc moi, je crée un jar. Une fois que je fais install, ça veut dire qu'il est dans le repository. Supposons qu'on est en entreprise, tout le monde travaille en utilisant un même repository. Donc ça veut dire que moi, je génère le jar et toi, tu peux créer un autre projet et tu vas déclarer mon jar dans ton projet. C'est-à-dire, c'est réutiliser, c'est-à-dire ces archives. OK? Bon, ça c'est les commandes principales. Alors après, par la suite, on peut aller vers d'autres commandes, par exemple mvn deploy. Alors ça permet aussi de déployer, de prendre par exemple le war, un fichier .war par exemple, et de l'envoyer vers un serveur d'application et le déployer carrément dans un serveur d'application en production. Encore, on peut aller vers d'autres commandes comme par exemple mvn site. Alors ça permet de générer en fait un site, c'est-à-dire il va vous générer des fichiers .html dans lesquels on trouve la documentation du projet. Donc, en utilisant l'outil Javadoc. Vous savez que généralement quand vous écrivez du code Java, donc on aura l'occasion de parler de ça, dans les bonnes pratiques, il faut utiliser les commentaires, n'est-ce pas? Et la manière, si vous écrivez bien vos commentaires et vous respectez les normes, tout simplement, il y a un outil dans Java qui s'appelle Javadoc. Qu'est-ce qu'il fait Javadoc? Il va parcourir le code source, il va prendre les commentaires, il vous génère un document .html. Et ce document-là, ça constitue la documentation de votre application. Qu'est-ce qu'on trouve dans la Javadoc? On trouve dans le projet quels sont les différents packages, chaque package, quelles sont les différentes classes ou bien interfaces, et dans chaque classe, quelles sont les différentes méthodes, quels sont les attributs, quelles sont les méthodes, et chaque méthode, quels sont les inputs, les outputs et les commentaires. Cette méthode-là permet de faire ça, cette méthode permet de faire ça, etc. Donc ça, c'est quelque chose dans Java, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle Javadoc. Okay. Alors tout ça, vous voyez, donc, c'est des choses qui existent. Alors maintenant, si on veut automatiser ce processus-là, regardez bien, de la création, de la compilation jusqu'à le déploiement de l'application. Alors, qu'est-ce qui permet d'automatiser ces opérations? C'est Maven. Alors, au lieu d'utiliser Maven, donc, comme je disais, il y a un autre outil qui s'appelle Gradle. C'est écrit comme ça. Qui est aussi également utilisé. Et du coup, donc, d'ailleurs, vous allez voir, quand vous créez un projet, c'est à vous de choisir est-ce que vous voulez utiliser Maven ou Gradle, c'est la même chose. C'est-à-dire, tout ce que vous faites avec Maven, vous pouvez le faire avec Gradle. Vous avez compris le principe de base de Maven? Oui? Alors, la troisième commande, c'est package. Il permet de générer un package. C'est-à-dire, il permet de prendre toutes les classes de votre projet, fichier.classe, ainsi que des ressources, par exemple XML, je ne sais pas quoi, en fonction des cas. Il va les archiver dans une archive qui porte l'extension soit .jar. En fait, un .jar, c'est un .zip, n'est-ce pas? Ou bien un fichier .war, web archive, Java archive ou bien web archive. Alors, il y a une autre chose qu'il faut connaître. C'est l'ordre. Alors, quand vous tapez la commande mvn compile, Maven va compiler le code. Il va uniquement compiler. Si vous tapez directement mvn test, il va faire les deux. Quand vous tapez mvn test, il va d'abord compiler et ensuite il va exécuter les tests unitaires. Autre chose, si vous tapez mvn package, il va compiler, ensuite il va
exécuter les tests, ensuite il va générer le package. Et si vous tapez mvn install, il va faire les quatre. Compiler, tester, package et install. C'est très important. C'est tout à fait normal parce que quand vous dites mvn install, il va prendre un jar, il va l'envoyer vers le repository. Mais avant de l'envoyer vers le repository, il doit s'assurer qu'il est valide. Donc il faut d'abord compiler pour voir qu'il n'y a pas des erreurs de compilation. Ensuite, il va exécuter les tests unitaires pour voir est-ce que tous les tests unitaires passent. Parce que si tous les tests unitaires, si un test unitaire ne passe pas, on ne peut pas générer le package. Donc, une fois que tous les tests passent, il génère le package. Une fois que le package est généré, il peut le placer dans le repository. Donc, ça, c'est juste l'ordre, il est important. Alors, ça, c'est. J'ai pas, en fait. C'est-à-dire, je ne vais pas m'arrêter sur Maven pour vous expliquer tous les détails de Maven. Bon, c'est un outil, donc j'ai quelques vidéos que je vais partager avec vous. C'est ce que j'appelle les outils de développement Java. Les tests unitaires, Maven, comment compiler sur ligne de commande, etc. etc. C'est des choses en premier semestre. Donc, je pense que vous n'avez pas tout le temps pour s'arrêter là-dessus, parce qu'en fait, le programme il est trop chargé. Donc, ce qui fait, je vais partager avec vous ces vidéos-là. Et après, c'est très important d'y revenir, parce que ça, c'est des choses de base. Je vais connecter ma machine. Est-ce que vous avez une question concernant le principe de MIM? Alors maintenant, je vais vous montrer comment on va l'utiliser dans notre cas. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je veux faire l'injection des dépendances, mais en utilisant Spring Framework. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer un nouveau projet. Je peux bien rester sur un projet Java et je continue, il n'y a pas de problème. Sauf que si je reste dans un projet Java, vous allez télécharger les Java manuellement et vous faites le travail, vous y arriverez. Donc, vous pouvez même voir, je pense qu'il y a une démo dans laquelle je montre ça. Mais maintenant, ce que je vais faire, pour gagner un peu du temps, on va dire, ça y est, c'est terminé. Dorénavant, tous les projets que vous allez créer, c'est des projets Maven. C'est ce que je vais faire. New Maven Project. New Project Maven. Alors, quand vous créez Maven Project, ici, j'utilise toujours Java 8. Alors, le nom du projet, on va l'appeler Inset Inversion de contrôle 2. Donc, ça, c'est le nom du projet. Alors, quand vous créez un projet d'une manière générale, dans votre projet, il faut toujours choisir 3 informations pour chaque projet Maven. Le premier, c'est ce qu'on appelle le groupe ID. Alors, le groupe ID, généralement, on y précise souvent un identifiant qui représente l'entreprise. Supposons que, par exemple, je suis à l'Inset. Alors, le groupe ID, je vais l'appeler ma.inset, comme ça. ma.inset, c'est juste parce qu'en fait, le jar que vous allez générer à la fin, il faut, dans le repository Maven, si vous voulez, dans le dossier Maven, dans le repository Maven, comment Maven va organiser les jars, comment il va les organiser. Okay? Alors, ici, pour les organiser, il aura besoin de chaque jar qui va être généré dans l'application, ou bien chaque projet, doit avoir un groupe, ce qu'on appelle ID. Et après, ici, par exemple, je vais choisir ma.inset. Alors, vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre test ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas de souci. Alors, sauf que dans les bonnes pratiques, le groupe ID, généralement, on utilise le nom de domaine inversé de l'entreprise. C'est pour garantir l'unicité. Okay? Par exemple, le nom de domaine, c'est inset.ma. Alors, je vais mettre ma.inset. Alors, si votre nom de domaine, vous avez un nom de domaine, vous l'inversez, mais c'est juste dans les conventions. Alors ensuite, le deuxième
paramètre à préciser, c'est artifact ID. Alors, en fait, c'est le nom du module. C'est-à-dire, dans ce groupe ID-là, le projet, ici, généralement, on lui donne le même nom du projet. Alors, ça, c'est par exemple, je l'appelle artifact ID, c'est inset IOC2, donc je l'appelle comme ça. Alors, souvent, de préférence de ne pas utiliser des underscores. Souvent, dans la majorité des cas, on va préférer utiliser des tirets. Alors, inset IOC2, j'en ai déjà créé un. Voilà. Et après, par la suite, la version. Alors maintenant, vous êtes en train de créer un projet. En quelle version? Alors, par défaut, il vous propose toujours 1.0 snapshot. Alors, vous pouvez mettre la version 1 comme ça, ou vous pouvez mettre la version que vous voulez, n'est-ce pas? Alors, sauf que, d'une manière générale, ici, donc, souvent, même les versions, c'est-à-dire respectent la norme 1.0, 1.0, 1.1, 1.2, jusqu'à ce que vous arrivez, par exemple, 1.9 et après, vous allez passer à la 2.0. Généralement, tant qu'il n'y a que des petites mises à jour, on reste toujours sur la même version. Par exemple, on passe de 1.1 vers 1.2. Mais quand on fait une révision majeure, on passe vers la 2. N'est-ce pas? Donc, il y a une pratique, en tout cas dans tous les outils, c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous voyez une version qui se termine par snapshot, ça veut dire que c'est la version en cours. Il n'est pas encore final. C'est-à-dire en cours de test. OK? Bon, c'est juste, donc on garde les paramètres comme ça. OK? Alors, donc, le projet Maven, donc, vous voyez, donc, c'est un projet c'est un projet Java qui contient le fichier POM XML. Alors, le fichier POM XML, c'est ce que vous voyez là. Ben, vous y trouvez d'abord les informations que vous venez de préciser, à savoir le groupe ID, artifact ID, la version. Vous allez y trouver quelques versions et quelques propriétés. Alors, parmi les propriétés, généralement, il y a la propriété Maven Compiler Source, c'est pour spécifier la version de Java que vous utilisez. Alors, généralement, il faut préciser à Maven quelle est la version de Java que vous voulez utiliser pour compiler. Est-ce que vous l'utilisez 8 ou 9 ou 5? Parce que généralement, si vous ne mettez pas de version, par défaut, il choisit la version 5. C'est une version qui est relativement ancienne. Mais tout dépend en fait des versions. Mais en tout cas, ici, on voit bien que ici, j'utilise la version 8. Alors ensuite, dans le projet, vous avez le dossier source, main, Java. Vous avez un dossier source dans lequel vous avez main et test. Alors toutes les classes Java de votre application, on les crée dans le dossier main. Et tous les tests unitaires, c'est dans test. Alors, dans Java, on va mettre les classes Java, mais toutes les ressources, les fichiers XML et les fichiers de configuration, on les met dans le dossier ressources. Globalement, c'est comme ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord prendre le même exemple de tout à l'heure. Je vais faire copier-coller, qu'on a fait la dernière fois. Donc, je prends le package DAO, le package extension, métier, présentation. J'ai le fichier config. C'est tout ce que j'ai créé la dernière fois, copier. Et je vais les mettre dans ce projet-là, ici. Paste. Alors ici, donc, ça veut dire que tout simplement, c'est le projet Java. Alors, sauf que ici, donc, si vous exécutez votre application, je pense que ça ne va pas marcher. Pourquoi tout simplement? Et surtout la version, c'est-à-dire qui utilise le fichier de configuration, il va vous dire file not found. Il ne va pas trouver le fichier, ce fichier-là, config. Vous voyez? Le fichier config.txt n'a pas été trouvé parce que, en fait, le fichier txt, il ne doit pas se trouver dans source. Il faut le mettre dans la racine du projet. C'est-à-dire, je vais le prendre et je le mets dans la racine du projet. Parce que dans notre cas, on a utilisé, donc, c'est-à-dire, on suppose que le fichier se trouve dans la racine du projet.
Ben, illico, donc voilà, donc l'exemple qu'on a fait la dernière fois, vous le testez, ça marche, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, maintenant, si toujours on est dans le même exemple de la dernière fois, alors sauf que cette fois-ci, donc c'est un projet Maven. Alors maintenant, pourquoi j'ai fait tout ça maintenant? Parce que j'ai besoin de faire l'injection des dépendances en utilisant Spring. Alors pour utiliser Spring, la première des choses que je vais faire, ben, j'ai besoin d'inclure le framework dans le fichier pom.xml, les dépendances. Alors je vais les chercher, ces dépendances-là. Alors comment chercher les dépendances? C'est très simple. Vous allez vous tapez sur Google, par exemple Spring Maven Dependency. Je pense que la connexion n'est pas au rendez-vous. Vous êtes connecté? Non? Petit souci. Alors, donc, je disais, donc, voilà. Alors, c'est Spring. Vous tapez par exemple Spring Maven Dependency. Alors, vous allez trouver un site MV1 Repository, donc c'est le premier lien généralement. Là, vous allez trouver donc, vous allez trouver Spring. Alors, en fait, dans Spring, Spring c'est un grand framework, mais qui se présente avec plusieurs modules. Donc, le premier module principal qu'on devrait avoir dans Spring, c'est ce qu'on appelle Spring Core. Spring Core. Alors, ici donc, Spring Core, quelle version? Alors, je vais prendre la dernière. Je vais prendre la version 5.3.16. Alors, quand vous cliquez dessus, vous allez voir ici la dépendance qu'il faut intégrer dans le projet. Donc, vous prenez cette dépendance-là, copier, et vous pouvez l'intégrer dans POM.xml. Alors, pour ceux qui travaillent avec Gradle, donc, vous allez trouver la dépendance. Mais il n'y a pas que Gradle, comme vous voyez, il y a d'autres outils, n'est-ce pas? Ici, donc, je suis bien en train de travailler avec Maven. Alors, je prends cette dépendance et je vais l'intégrer où? Ben, je vais ajouter un outil qui s'appelle Dependency, plutôt un élément Dependencies, à l'intérieur duquel je vais copier cette dépendance. Alors, vous voyez, donc, chaque dépendance, à chaque fois que vous voulez ajouter une dépendance, il faut préciser quel groupe ID. Alors, ça, c'est org.spring framework. Artifact ID, c'est Spring Core et la version. Alors, ici, donc, une fois que vous faites ça, vous allez trouver souvent, il y a une petite icône juste ici. À chaque fois que vous modifiez le fichier POM.xml, il y a une petite icône qui apparaît là, qui vous permet de recharger les dépendances Maven. Si vous cliquez dessus, donc il va mettre à jour, c'est-à-dire Maven, il va relire le fichier POM.xml et après il va ramener les dépendances. Donc, généralement, soit que vous faites ça, soit généralement on peut utiliser Maven Reload Project. Ça permet de dire à Maven, tiens, je viens de modifier le fichier POM.xml, prends en considération ces modifications. Alors maintenant, généralement, si maintenant vous regardez dans les librairies de votre projet, ici, alors vous allez trouver que dans votre projet, vous avez en fait, il y a Spring Core, il y a un autre fichier, ouais, donc springcore.jar, c'est un fichier qui fait partie de votre projet, donc Maven l'a intégré.
Alors en fait, pour faire l'injection des dépendances, juste uniquement l'injection des dépendances, on a besoin de 3 modules. Il y a Spring Core, Spring Context et Spring Beans. Alors ici donc c'est Spring Core. Regardez bien, Spring Core, je reviens un petit peu en arrière vers Spring Framework. Ici vous allez trouver tous les modules de Spring. Alors ici donc Spring Core, alors je vais ajouter Spring Context, toujours la même version. Et je vais ajouter également le troisième que je disais, c'est quoi? Spring Beans. La même version. Alors je mets à jour, donc je fais update, load Maven. Et donc je peux dire que maintenant les dépendances sont là, donc c'est-à-dire les différents jars. Alors si vous voulez voir maintenant où est-ce que Maven va stocker les librairies. Alors en fait, Maven stocke tous les jars, sont stockés dans un repository qui se trouve à ce niveau-là. Alors si vous regardez dans votre machine, dans C, vous allez dans le profil utilisateur. Dans utilisateur, vous utilisez donc, vous prenez l'utilisateur de votre que vous utilisez, profil. Ici, et après vous allez trouver un dossier qui s'appelle .m2. Vous le voyez? .m2. Alors .m2 donc c'est le repository Maven. Alors si j'essaie de regarder qu'est-ce qu'il y a, il y a un dossier repository dans lequel je trouve il y a plein de fichiers .jar. Alors par exemple ici donc le framework Spring que je viens d'intégrer, c'est quoi le groupe ID? C'est org.springframework. Donc je vais chercher org, vous voyez? À l'intérieur de org, on va chercher Spring Framework. Vous voyez donc ça c'est le groupe ID, org.springframework. Ensuite, c'est quoi Artifact ID? Spring Core. Spring Core. Et maintenant, dans Spring Core, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les versions. Quelle version que nous avons utilisée maintenant? 5.3.6. Et vous voyez ici, donc vous avez Spring Core.jar. Donc c'est ça le jar que vous intégrez dans votre projet. Alors maintenant, si vous voulez l'intégrer manuellement directement dans votre projet Java sans passer par Maven, vous pouvez le télécharger directement à partir du même site. Vous voyez ici, donc au lieu de prendre la dépendance, vous trouverez ici, vous avez un lien qui vous permet de télécharger le jar. Alors supposons que vous travaillez sur un projet Java sans passer par Maven. Donc dans ce cas-là, vous pouvez télécharger le jar et vous l'ajoutez aux classes path du projet comme vous le faites d'habitude. Est-ce que c'est clair? Donc vous avez compris comment intégrer les dépendances du projet. Alors maintenant nous avons Spring. Maintenant qu'est-ce qu'il nous faut? Pour travailler avec Spring, pour faire l'injection des dépendances, nous allons utiliser deux versions. Il y a la version XML et la version annotation. Donc j'en ai parlé la dernière fois. Alors pour la version XML, ce qu'on va faire, si vous voulez créer un fichier XML, en principe facilement, sur IntelliJ, il faut juste s'assurer que vous travaillez bien avec la version Ultimate, parce qu'en fait, vous savez, dans IntelliJ, il y a la version Communauté et la version Ultimate. OK? Alors, ce que je vous recommande, donc, c'est d'utiliser la version Ultimate, parce que la version Ultimate, il contient déjà beaucoup de plugins qui sont déjà installés. Donc, sinon, il faut vérifier dans Settings, Plugins, et vous regardez donc vous cherchez le plugin Spring, et si vous cherchez dans Spring, vous allez trouver tous les plugins Spring qui sont installés. Il y a Spring, Spring AOP, Spring Batch, Spring Boot, Spring Data. Alors tout ça, c'est des plugins.
voyez, tout ça c'est installé dans cette version. Alors si vous utilisez la version Ultimate, vous trouverez que les plugins généralement sont déjà installés. Sinon, bah, vous les cochez tout simplement, vous cherchez dans Marketplace. Si vous cherchez, donc, bah, tout simplement, vous avez d'autres, d'ailleurs, vous avez d'autres plugins qui ne sont pas installés. On peut toujours installer des plugins, etc. Ça, c'est des choses qui concernent l'IDE. Alors, si vous travaillez avec Eclipse, il faut installer Spring Tools. En fait, Spring Tools, c'est un plugin de Eclipse qui est fait pour, en tout cas, Spring. Alors, si vous avez les plugins installés et les dépendances sont là, ce qu'on va faire dans le dossier ressources, on va créer un fichier XML. Donc, si vous faites New, vous allez trouver dans la partie XML Configuration. Normalement, si tout est bien configuré, vous avez le bon plugin et que la dépendance, vous allez trouver New Config, Spring Config. Alors ici, donc, ça vous permet de créer un fichier XML. Généralement, ce fichier XML, on l'appelle souvent application context.xml. Souvent, c'est ce qu'on l'appelle, comme ça, application context.xml. Mais vous pouvez l'appeler config.xml, vous l'appelez comme vous voulez. Ce n'est pas un problème, le nom. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, donc c'est juste un nom habituel. Alors, c'est le fichier donc application context.xml. Vous voyez, donc ça, c'est le fichier des dépendances Spring. Alors, maintenant, pour faire l'injection des dépendances, qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai expliqué la dernière fois, donc je vais demander à Spring au démarrage de me créer un bin avec quel ID? Je vais l'appeler DAO. De quelle classe? La classe s'appelle DAO implémentation. Alors, le fait de déclarer cette ligne-là, ça veut dire que vous demandez à Spring au démarrage, crée-moi un objet de quelle classe? DAO implémentation, et tu vas lui donner comme nom DAO. Ensuite, crée-moi un bin dont ID c'est métier. De quelle classe? Métier implémentation. Alors maintenant, quand tu me crées un objet de métier implémentation, tu vas appeler set. Tu vas faire l'injection des dépendances. Et pour cela, je vais utiliser property. Si vous voulez faire l'injection via le setter, vous utilisez property. Alors si vous avez un set DAO, donc vous allez voir que la propriété DAO va apparaître. Entrez. Et vous allez lui affecter comme valeur quelle référence? L'objet? Cet objet-là. DAO. Ben, vous voyez donc avec un IDE comme ça, c'est plus rapide d'écrire le fichier XML parce que c'est un document XML qui est avec un schéma XML qui est présent. Donc ça vous permet de faciliter le travail. Alors maintenant, si vous voulez faire l'injection des dépendances, ben, on va créer une version avec, je vais créer une classe que je vais appeler, c'est la couche présentation Spring XML. C'est la version XML si vous voulez. Alors maintenant, pour faire l'injection des dépendances, donc il va falloir démarrer Spring. Alors en quelque sorte, on va faire quelque chose comme ça. Je pense que je l'ai déjà expliqué la dernière fois. Regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un objet new class path XML application context. On va juste lui demander d'aller lire le fichier XML. Spring va démarrer. Et quand Spring va démarrer, il va lire ce fichier XML, n'est-ce pas? Et quand il va le lire, quand il va trouver bin ID, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un objet DAO implémentation. Il va le placer dans... en fait, Spring dispose d'une collection de type map. Donc, cet objet-là, il va le stocker dans cette collection des bins. Et il va lui donner comme clé, c'est D. Ensuite, il trouve l'objet métier implémentation. Il crée l'objet métier. Il va lui donner le nom métier. Et après, avec property, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'injection des dépendances. C'est-à-dire, il fait appel à set DAO. Il lui transmet comme valeur l'objet D. Et du coup, donc, il fait l'injection des dépendances. Et après, par la suite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, tout simplement, une fois que vous démarrez Spring, vous pouvez lui dire, donne-moi un objet de type I, métier. Et après, donc, vous faites appel à la méthode calcul. Alors, c'est ce que je vais faire ici.
Donc, je vais créer un objet de type application context. Alors, vous voyez donc application context de Spring. Context égale new class path XML application context. Et mon fichier s'appelle application context.xml. Ça, c'est le fichier que je viens de créer. Et après, donc, je vais lui demander, donne-moi un objet de type e-métier. Je connais que les interfaces. Context.getBean. Donne-moi un bean qui s'appelle. Alors, si vous connaissez le nom du bean, vous lui dites, donne-moi un bean qui s'appelle métier. Dans le nom du bean, c'est métier. Alors, sauf que ici, il faut faire un cast. Vers quelle interface? E-métier. C'est-à-dire, cherche-moi parmi les objets que... Parce que quand il va lire le fichier XML, ben, il va le lire, il va créer des objets, des beans. Ben, quand il va le lire, ben, il va prendre... il va chercher un bean qui s'appelle métier. Après, il va me le retourner pour moi. Donc, c'est un objet de type e-métier. Après, si vous voulez tester, faites appel métier.calcul. Alors, vous exécutez. Voilà, ici, donc, je suis en train de calculer. Il y a le résultat ici. Ça, c'est le résultat. Je suis en train de calculer avec quelle version? Version base de données. Alors maintenant, si je veux basculer vers une autre version, parce que la dernière fois, on a créé une autre extension, DAO implémentation 2, ben, tout simplement, il suffit de changer dans le fichier XML. Alors ici, donc, vous lui dites, je ne veux pas ici DAO implémentation, mais je vais utiliser DAO implémentation 2. J'exécute encore l'application. Et là, j'exécute, mais cette fois-ci avec la version capteur. Je calcule la même formule de calcul, mais en utilisant une couche DAO capteur. Encore la troisième version qu'on avait créée, c'est DAO implémentation 2, version web service. Alors, si vous arrivez là, donc vous savez donc ici maintenant comment faire l'injection des dépendances en utilisant Spring Framework. Et ça, c'est la version XML. C'est clair? C'est parfait. Alors maintenant, la version annotation. Alors pour ne pas... Généralement, la version XML, c'est comme ça que Spring a commencé. C'est avec la version XML. Parce qu'en fait, Spring existait avant Java 5, depuis les premières versions de Java. Mais à partir de Java 5, il y a les annotations qui ont été introduites dans Java. Et ça a changé beaucoup de choses, en tout cas dans l'écosystème de Java. Ben, donc, dans la majorité des cas aujourd'hui, plutôt les développeurs préfèrent utiliser la version annotation. Alors donc, la version XML, elle est là. Maintenant, je vais utiliser la version annotation. Comment? Alors, pour utiliser la version annotation, je vais dans la classe DA, je vais aller vers la classe DAO implémentation et je vais utiliser l'annotation component. La component. Et après, vous pouvez donner un nom au composant si vous voulez. Par exemple, ici, je l'appelle DAO. Alors, c'est comme si vous dites Spring au démarrage. À chaque fois qu'il trouve une classe qui commence par l'annotation component, il va l'instancier. Il va lui donner comme nom DAO. La même chose pour métier. Je vais utiliser l'annotation component. Alors, l'objet, je peux l'appeler métier. Alors, le nom du bin n'est pas obligatoire parce que si vous ne mettez pas un nom, si vous ne donnez pas un nom au bin, alors par défaut, il va lui donner le même nom, un nom qui se compose du nom de la classe, comme métier implémentation, précédé par le package. Parce qu'en fait, il va falloir lui donner un identifiant qu'il va stocker dans sa collection des bins. Et après, pour faire l'injection des dépendances, ici, nous utilisons la notation hotwired. Alors, hotwire, ça veut dire quoi? C'est comme si vous demandez à Spring, au moment où tu vas instancier la classe métier implémentation, cherche-moi un objet de type EDAO, cherche parmi les objets que tu as déjà créés. Si tu trouves un objet de type EDAO, tu vas me l'injecter dans cette
variable. Donc, automatiquement, il fait ce qu'on appelle, c'est l'injection des dépendances. Alors tout ça, donc je l'ai expliqué la dernière fois. Et si vous faites ça, normalement ça va marcher. Maintenant, on va créer une autre version de l'application présentation Spring version annotation. Alors si vous travaillez avec la version annotation, il faut démarrer l'application comme ça, Spring avec un objet application context égale new Spring annotation alors new annotation config application context. New annotation config application context. L'autre c'est la classe, c'est XML class path XML application context. Ça c'est la version XML. Ça c'est la version annotation. Alors sauf qu'ici il va falloir lui dire quels sont les packages qu'il doit scanner. On va lui demander au démarrage, va scanner les classes qui se trouvent dans le package DAO et le package métier. Donc, c'est comme si vous lui listiez en fait, les packages qu'il va scanner. Alors maintenant, supposons que tous les packages, parce qu'en fait, nous, on n'a pas respecté les mots pratiques. Parce que si tous vos packages commencent par ma.n7.dao, okay? Vous avez par exemple ma.n7.dao, ma.n7.métier, ma.n7.présentation, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, si vous voulez lui dire de scanner toutes les classes, il suffit de lui dire tout simplement MA. MA tout court, là, MA.n7, c'est-à-dire tous les sous-packages. Tous les sous-packages de MA, tu vas les scanner. Ça, c'est ce qu'on appelle base package, c'est-à-dire scanne-moi que c'est-à-dire les descendants de ce package. Alors, c'est comme on n'a pas respecté les bonnes pratiques, donc on a séparé un peu les choses. Donc là, je suis obligé de lui dire, va me scanner le package DAO, va me scanner également le package métier. Alors, si vous faites ça, on va demander à Spring de me chercher, de me donner un objet de type métier, toujours avec context.getBean. Alors, dans getBean, donc, je vais demander donc, de me charger un objet. Alors, si je ne connais pas le nom, ben, je donne tout simplement l'interface. Alors, donne-moi un bin qui implémente l'interface et métier. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire un stochastic. Et c'est pareil. J'appelle métier.calcul. Alors, ici, donc, vous voyez, donc ça, c'est la version annotation. Bon, alors ça c'est le principe. Alors maintenant vous dites, la dernière fois on a dit qu'en fait finalement on a plusieurs instances. Alors ici donc, déjà avant de parler de plusieurs instances, donc ici, ça c'est l'injection via la notation hotwired. Alors également on peut faire l'injection via le constructeur. C'est-à-dire vous créez un objet, vous créez un constructeur avec paramètres. Alors, je vais ajouter, par exemple, dans la classe métier, je vais créer un constructeur. Bon. Je vais créer un constructeur qui reçoit un objet de type i et DAO. C'est bon? Alors, vous avez un constructeur qui reçoit un paramètre.
Alors ici, donc, nous avons une erreur dans notre code ici parce qu'on fait appel ici dans la présentation, je pense, dans la présentation, on crée ici un objet de type métier. Donc ici, il n'y a pas de constructeur sans paramètre. Donc ici, on va lui transmettre quoi? DAO. Dans ce cas-là, on n'a plus besoin de faire set. Vous voyez, donc ça s'appelle l'injection via le constructeur. Alors si vous créez en fait un constructeur avec paramètres, c'est mieux que AutoWired. D'ailleurs, si vous allez remarquer que Spring, quand vous mettez AutoWired, il va la souligner en gris. Il vous dit deprecated, c'est pas deprecated, mais c'est-à-dire on préfère utiliser l'injection via constructeur. Alors donc si vous faites un constructeur comme ça, vous exécutez l'application. Ça c'est l'application. Alors la partie XML ne va plus fonctionner. Hein. C'est normal. Parce que ici donc vous n'avez plus de constructeur sans paramètres, n'est-ce pas? Mais par contre, pour la version annotation, ça va marcher. Vous voyez donc ici, je n'ai pas utilisé AutoWired, mais il fait l'injection via le constructeur. Donc vous avez trois façons de faire AutoWired, via le setter, via le constructeur. Donc, après, donc, vous pouvez combiner les différentes techniques si vous voulez. Alors maintenant, avec la version XML, il faudrait changer. Si vous voulez faire l'injection via constructeur, il ne faut plus utiliser property ici. Donc ici, quand vous créez l'instance, vous utilisez constructor arg. La référence, c'est quoi? C'est DAO. Alors c'est comme si vous lui dites maintenant quand tu vas instancier ça, quand tu vas instancier, tu fais appel à un constructeur avec argument et tu lui transmets un objet de type DAO. Alors ici donc c'est la version XML, je vais quand même la tester pour voir si ça marche. C'est bon. C'est clair? Voilà. Alors, en principe, j'ai une petite réunion de 10h, je pense à 10h30 ou jusqu'à 11h. Donc, je vais partir maintenant. Donc, je vais vous laisser maintenant commencer donc, votre activité pratique dès le départ, d'accord? C'est-à-dire tout ce que vous reprenez la démo de la dernière fois que je vous ai envoyé. Et vous essayez donc de reprendre l'exemple interface, implémentation, injection statique, dynamique. Et après, vous arrivez à Spring. Et quand je reviendrai tout à l'heure, donc je vais vous montrer maintenant sur quelques petits détails qu'il faut également connaître. Notamment avec Maven, on va créer un test unitaire avec JUnit. On va utiliser les commandes que je vous ai montrées tout à l'heure. Maven compile, test, package, etc. Et pour générer le jar et tout ça. OK? C'est bon? Donc voilà. Donc je vous laisse, soyez calme. Hein, très calme. Alors quand à 10h30, le temps de la pause, vous prenez votre pause. OK? Et un quart d'heure après de pause, vous revenez et je vous rejoindrai. Alors, je vais leur demander de voir le problème de connexion. OK? Bien, alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, s'il vous plaît. Donc, au niveau de la version annotation, parce que vous avez plusieurs implémentations, DAO implémentation 1, implémentation 2. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous mettez component, par exemple, pour deuxième implémentation, et après, vous l'appelez, par exemple, l'instance DAO2. OK?
Alors ici, donc, si vous faites ça, et après, quand vous lui dites de faire l'injection des dépendances, soit avec AutoWire, soit avec le constructeur, et il ne pourra pas savoir quelle est l'instance qu'il va injecter. Vous êtes d'accord? Parce que ici, donc, au démarrage, il va créer deux instances. Alors ici, donc, si on exécute l'application, version annotation, vous allez avoir logiquement, vous allez avoir une exception. Alors ici, vous ne l'aurez pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas scanné le package. Parce que la classe, il se trouve dans le package extension. Il va l'ignorer. De toute façon, le bin ne sera jamais créé. Mais par exemple, si je lui demande de scanner également le package extension, vous allez avoir un problème d'instance. C'est-à-dire, vous lui demandez d'injecter une instance, mais après, il vous dit que, en fait, il a trouvé deux instances. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Extension. Pour l'extension, vous avez fait alors que c'est DAO. D'accord, ici. Okay. Non, mais ici, peu importe le nom. Peu importe. Justement, c'est ce qu'on veut chercher. On veut ce conflit. Donc, il faut faire ici DAO sans le nom de... Ah, le nom de l'instance. C'est pas que, parce que ici dans l'injection, ici, vous demandez d'injecter un objet de type IDEO. Alors ça c'est l'injection via constructeur. Alors imaginez que je laisse ça. Alors supposons j'utilise la notation AutoWire. Ok. Alors ça c'est l'autre histoire parce qu'en fait ici on peut pas, on n'a plus le constructeur avec paramètres. Voilà. Alors avec l'injection via AutoWire, vous allez avoir l'exception de type, il vous dit que en fait, est-ce qu'on a la bonne exception déjà? Application. Voilà, bin creation exception. Bon, il ne peut pas créer le bin parce que vous lui demandez d'injecter un objet de type IDEO, mais après, il a trouvé deux instances. Là, j'ai exécuté la version XML, c'est ça? La version annotation. C'est ça. Alors ici, donc c'est ça l'exception que je cherchais. Donc il y a un conflit de bins. Donc il a trouvé qu'il y a deux bins, mais il n'a pas su lequel qu'il va injecter. Alors quand vous avez plusieurs bins dans le contexte, et après vous voulez spécifier quel bin que vous voulez injecter, alors qu'est-ce que vous allez faire? Donc d'abord il faut donner un nom à chaque bin, et au niveau de AutoWire, vous ajoutez une autre annotation qui s'appelle comment il s'appelle? Je vous pose la question, mais je suis en train de penser moi aussi. Alors, ça s'appelle... J'ai complètement oublié. Alors, comme quoi, quand on est fatigué, j'ai pas pris le café de 10 heures. Ça s'appelle... Qualifier. Merci. Alors, Qualifier... Alors ici, donc, quand vous mettez qualifier, ça veut dire que vous lui dites injecte-moi l'instance qui s'appelle DAO, ou bien l'instance qui s'appelle
DAO2. Donc ici, qualifier généralement peut être utilisé quand vous avez plusieurs instances qui implémentent la même interface. Et après, vous voulez spécifier laquelle des instances que vous voulez injecter. Alors ici, donc, vous voyez, donc j'ai injecté la version DAO. Et là, si je réexécute, ça c'est la version 2. Bon, ça marche. Mais quand vous constatez ce problème-là, si vous faites l'injection via le constructeur, le problème ne se pose pas. C'est pas le problème ne se pose pas, c'est juste comment il résout le problème. Alors le constructeur, alors à nouveau donc je suis obligé de modifier la sub chaque fois. Alors si vous faites l'injection via constructeur, alors vous voyez donc avec constructeur, même s'il y a deux instances, il va injecter laquelle qu'il a injecté. Alors donc pour lui, donc c'est la première qu'il a trouvée dans les vises qui implémente cette interface, il va l'injecter. Donc c'est juste pour savoir. Donc avec AutoWired et avec le constructeur. Mais tout ça, ça mérite un petit peu pour vous de faire plusieurs tests et de tester, de retester. Ça vous donne un peu une idée comment ça marche. Alors quoi d'autre? Alors maintenant pour terminer cette partie-là, donc pour Maven. Donc je disais donc Maven c'est un outil. Alors maintenant si par exemple vous utilisez, je vais prendre le chemin de ce projet. Si vous faites sur ligne de commande, alors vous avez un projet qui s'appelle N7. Voilà. Alors généralement, quand vous avez un projet Maven, vous avez le fichier form XML. Et si vous travaillez sur ligne de commande, si vous avez installé Maven, parce qu'en fait Maven, maintenant chaque IDE installe sa propre version de Maven, c'est-à-dire IntelliJ utilise sa propre version de Maven, Eclipse utilise sa propre version, mais vous pouvez installer votre propre version de Maven. Alors par exemple, alors pour moi, donc Maven, donc c'est alors Maven download. Alors en fait, c'est un fichier .zip généralement que vous pouvez télécharger. Bon. Et après, vous faites l'extraction quelque part. CMD. Alors je l'ai dans Tools, Apache et Maven. Voilà. Alors après, donc vous avez Maven. Normalement, ça, vous n'avez pas besoin de l'installer. Si vous travaillez avec l'IDE, si vous travaillez à l'intérieur de l'IDE, vous n'avez pas besoin de l'installer. Mais si vous travaillez sur ligne de commande en dehors de l'IDE, il vous faut spécifier dans la variable path. Donc il faut spécifier ce chemin. Parce que c'est dans ce chemin qu'il y a la commande MVN. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut ajouter à la variable d'environnement path. Alors si vous regardez dans les variables d'environnement, path, ben, vous allez trouver quelque part, il vous l'ajouter, ce chemin-là. Alors comme ça, sur ligne de commande, quand vous tapez la commande MVN, donc il existe déjà, donc je ne vais pas l'ajouter. Donc ça veut dire que si vous tapez la commande MVN, vous allez voir, en fait ça c'est l'outil Maven. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Maven? Bon, ça nécessite, voilà. Alors MVN, donc on va utiliser des commandes. Alors si vous utilisez, alors je nomme les commandes dont j'ai parlé tout à l'heure. Compile. Alors donc si vous faites compile, vous voyez donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il va compiler le code source, mais il faut s'attendre à quelque chose à la fin, build success, il compile. Et après test. Alors ici test, on n'a pas créé de test.
unitaire. Alors, je vais vous montrer comment créer un test unitaire. Alors, pour créer un test unitaire, nous avons besoin d'utiliser JUnit. D'abord, comme dépendance. Donc, il va falloir l'ajouter au projet. D'ailleurs, c'est l'une des dépendances que vous allez toujours trouver dans les projets. Donc, JUnit, je vais utiliser JUnit 4, Maven, Dependency. Alors, ici, donc, la dépendance 4.12, par exemple. Où est-ce qu'on va l'ajouter? POM XML. Je vais mettre à jour, je vais faire update. Comme ça, il va télécharger la dépendance. Maintenant, j'ai JUnit dans les dépendances. Alors, si vous voulez créer un test unitaire, où est-ce qu'on le crée dans un projet Maven? On le crée dans le dossier test Java. Alors ici, donc, je vais créer un test new JUnit test. Alors, en fait, un test unitaire, c'est une classe que vous créez. Supposons je veux tester. En fait, les méthodes qu'on a créées, c'est un peu difficile de les tester. Pourquoi? Parce qu'ils génèrent des nombres aléatoires. Alors, c'est pour cela que je vais revenir sur la partie Java. Je prends dans la couche DAO, par exemple, extension. Ici, donc, qu'est-ce qu'on retourne? Ben, on retourne ici 90, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez, bon, je vais ajouter une classe dans mon projet. Par exemple, dans la couche métier, je vais ajouter, je suppose que j'ai une classe qui s'appelle calcul. C'est juste pour vous montrer un exemple de test. Calcul. Et dans cette classe calcul, vous créez une méthode qui permet de faire la somme de deux nombres. Alors cette méthode-là, il reçoit comme paramètre A et B. Et après, ici, vous retournez A plus B. C'est quelque chose de plus simple. Donc là, vous avez créé une classe qui permet de faire la somme de deux nombres. Alors pour vous, vous êtes presque sûr que ça marche. N'est-ce pas? Ce genre de code, quand vous l'écrivez, vous dites, je n'ai même pas besoin de tester, ça va marcher. Mais l'ingénierie logicielle, c'est pas comme ça. Il faut prouver. Il faut créer un test qui permet de prouver que ce que vous avez fait est correct. Alors on va créer un test unitaire. Alors pour créer un test unitaire, donc je vais aller vers le dossier test ici. Je vais créer une classe de test. Alors je peux toujours la mettre dans un package. Souvent on utilise le même package que de la classe que vous voulez tester, souvent, mais peu importe. Donc je le mets dans le package métier.calcul test. Calcul test. Donc ça, c'est cette classe-là, dans laquelle vous créez une méthode de type void. Je vais appeler test_sum. Et dans cette méthode-là, vous allez créer ce qu'on appelle un scénario de test. Et pour créer un scénario de test, c'est-à-dire vous dites quelle est la classe que je vais tester. Alors ici, donc, vous déclarez un objet de type, vous voulez tester la classe calcul, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez tester sum, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, il faut créer un objet de la classe calcul. Vous dites calcul égale new calcul. Et après, vous faites calcul, point, vous faites appel à la méthode sum. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Vous dites, supposons que A égale à 5. Supposons que B égale à 9. N'est-ce pas? J'appelle somme A et B. Qu'est-ce que ça va me donner comme résultat? Un résultat. Ici, vous dites quel est le résultat attendu. C'est ce qu'on appelle souvent expected. C'est-à-dire le résultat attendu normalement. Si je fais la somme de A et B, ça devrait me donner combien? 14. Bon, c'est très simple. C'est comme si vous dites, supposons que A égale à 9, à 5, B égale à 9. Normalement, le résultat que je devrais recevoir, c'est 14. C'est comme si vous connaissez les inputs et
Vous prenez un scénario dans lequel vous connaissez input et output. Et après, vous allez tester. Et pour tester, donc, vous appelez SOM, vous lui donnez A et B, vous avez le résultat. Et vous dites maintenant, si le résultat égale expected, ça veut dire le test a réussi. Sinon, il a échoué. C'est comme ça qu'on fait les tests. Mais pour faire ça avec JUnit, on appelle une méthode assert de JUnit. Et après, il y a des méthodes. Par exemple, dans notre cas ici, vous mettez assert equal. Tout dépend de... Ici, donc, j'appelle une méthode assert par exemple assert true, assert bon, il y a plein de... Alors par exemple assert true, c'est-à-dire il attend un booléen. Alors c'est-à-dire dans notre cas ici, c'est résultat égal expected. C'est-à-dire si le résultat égale expected, c'est-à-dire pour lui le test a réussi. Sinon, le test a échoué. C'est bon? Alors, pour que ça soit une méthode de test, avec JUnit, il faut ajouter la notation test. Donc, chaque méthode de test JUnit doit utiliser la notation test. Et dans une classe, je peux créer plusieurs tests. Je fais un premier test, un premier scénario. Supposons, parfois, un scénario ne suffit pas. C'est-à-dire, vous donnez A et B et vous créez un deuxième scénario avec d'autres valeurs de A et B. Il faut créer des scénarios de test qui sont suffisants pour dire que ça marche. Vous pouvez également tester une autre fonction, etc. Alors maintenant, vous avez un test. Alors maintenant, si vous avez un test, si vous, en principe, avec Eclipse, avec plutôt JUnit, si vous exécutez ici test, vous l'exécutez en tant que test unitaire, ben, qu'est-ce qu'il vous donne? Ben, il vous donne un truc là, vous voyez, donc c'est en vert. Alors s'il coche ça, c'est-à-dire le test a réussi. Mais si par exemple, on va tricher un petit peu ici, on va dire que supposons le résultat qu'on devrait avoir c'est 13. Normalement, le test ne va pas passer. Vous allez voir que le test ici ne passe pas. Et après, il vous dit également, ben, il vous donne des informations, l'origine de l'erreur, etc. Alors que si le test passe, vous voyez ici donc le test, il vous donne quelques informations sur le test, etc. Bon, en tout cas, mais ça c'est l'environnement. Mais sur ligne de commande, si vous tapez la commande mvn test, là, il exécute tous les tests unitaires. Donc, il compile d'abord, vous voyez, et après, il exécute les tests. Après, il vous dit qu'il y a combien de tests qu'il a trouvé, il y a combien de tests qu'il a exécuté. 1. Après, combien de tests ont réussi. 1. Le nombre d'échecs, c'est 0. Il n'y a pas d'erreur, etc. Et vous avez build. Donc, c'est-à-dire, si vous avez dans un projet, vous avez une centaine de tests unitaires, le seul moyen pour savoir est-ce que tous les tests passent, c'est d'utiliser la commande mvn test. Alors ça, c'est les tests unitaires. Le deuxième, c'est package. Le troisième, mvn package. Alors package, vous voyez donc ici, il génère. Vous voyez donc qu'est-ce qu'il fait avec package? Il compile et il teste. Vous voyez le test et après, il va générer le package. Il vous a généré un fichier qui s'appelle nsat, etc. snapshot jar. Il met le nom de artifact ID, il met la version. Donc, ce jar-là, vous allez le trouver où? Ben, vous allez le trouver il le met dans le dossier target. Alors, vous allez trouver un dossier target dans lequel vous allez trouver les fichiers générés. C'est là où il met les fichiers .class, ici là, il va avoir le fichier .jar. Alors après, si vous voulez voir ce qu'il y a dans le jar, vous n'avez qu'à changer l'extension, vous mettez .zip, vous faites l'extraction, vous pouvez voir que vous trouverez les éléments qu'il contient.
Alors, je reviens à la racine du projet. Et après, je vais utiliser MVN. Et la commande MVN install, il compile, il teste, il génère le package, il va l'envoyer vers le repository. Alors, où est-ce qu'il va le mettre dans le repository? Donc, je vous disais tout à l'heure, le repository Maven se trouve dans le dossier utilisateur.m2 repository. Alors maintenant, il faut chercher votre groupe ID. Le groupe ID MA N7. Artifact ID N7. Quelle version? Snapshot. Et vous avez le logage. Je n'ai pas parlé de toutes les fonctionnalités de Maven, mais Maven, c'est comme ça que ça marche. Si vous avez compris comment ça marche Maven, vous allez comprendre comment ça marche Gradle, comment ça marche les autres. Globalement, c'est le même mécanisme. Okay? Oui. Vous compilez pour la deuxième fois, par exemple. Le paquet qu'il génère, c'est un nouveau paquet ou il supprime? Oui, il supprime. À chaque fois que vous générez, il y a une commande dont je n'ai pas parlé qui s'appelle clean. Alors, si vous faites clean, le dossier target, il le vide. Maintenant, vous n'avez plus si vous regardez dans le dossier target, vous allez trouver qu'il n'y a rien. Il n'y en a pas d'ailleurs, il le supprime carrément. Donc, à nouveau, si vous faites encore install, il va compiler, il va tester, il va générer le jar et après l'installe. Vous avez compris les opérations de base. Alors, sauf que vous n'avez pas besoin d'aller sur ligne de commande pour faire tout ça. Vous pouvez le faire directement sur IntelliJ. Donc, il n'y a pas besoin de faire ça. Alors, avec IntelliJ, quand vous avez un projet Maven, regardez ici, vous allez trouver, il y a l'onglet Maven. OK? Alors, dans Maven, vous allez trouver Lifecycle. Et là, vous allez trouver les commandes de base. Par exemple, si vous voyez ici Compile, si vous faites un double-clic, là, il est en train de compiler. Test. Package. Install. Site. Deploy. Ça, c'est les opérations du cycle de base. OK? Alors, parfois, vous pouvez faire clean. Vous faites clean, compile, test. Et vous exécutez les trois. Avec contrôle, vous pouvez faire plusieurs sélections. Encore, vous pouvez utiliser le terminal. Et dans le terminal, vous tapez les commandes mvn, compile, etc. C'est clair? Alors, sauf que quand vous êtes sur le terminal, il faut vous utiliser la commande mvn que vous avez déclarée dans path. Mais si vous travaillez ici, c'est que vous utilisez Maven qui est de IntelliJ. C'est sa version. Donc, à vrai dire, tant que vous êtes sur IntelliJ, bon, vous n'avez pas besoin d'installer de Maven parce qu'il fait partie de la même chose pour Eclipse. Maven il fait partie des outils qui sont dans Eclipse. Est-ce que c'est clair? Alors, donc, il y a plein d'autres choses, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais dans un premier temps, cette activité pratique, il faut que tout le monde la fasse, parce que maintenant, on n'est pas en train de faire des choses extraordinaires. Vraiment, on est sur le point zéro, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin d'être un expert pour commencer à créer une interface, une implémentation, à faire l'injection des dépendances, etc. Donc, ce qui fait que chacun doit prendre les démos vidéo que j'ai partagées avec vous. Il faut faire l'activité pratique et il faudrait, donc, une fois que il va falloir créer un compte GitHub parce que toutes les activités pratiques que vous allez faire, vous allez rendre des comptes rendus. OK? Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour rendre les comptes rendus? Vous allez créer un repository.
qui porte votre nom. Un repository qui porte votre nom, par exemple, underscore J2E. OK? Et ce dossier-là, si vous voulez, ce dossier-là, donc vous imitez des projets. Alors, juste pour éviter de créer plusieurs repositories, parce qu'on va faire beaucoup de TP, n'est-ce pas? Pour ne pas me perdre un petit peu dans la recherche des repositories, vous allez créer un repository et dans le même repository, vous allez pousser tous les projets. N'est-ce pas? Donc, ce qui fait pour vous, comment faire? Eh tout simplement, je vois ici, par exemple, comment le projet se trouve dans quel dossier. C'est dans le dossier démo service. Donc, c'est-à-dire ce dossier démo service, c'est là où, c'est-à-dire dans ce dossier-là que vous allez mettre vos projets. Et après, par la suite, c'est ce dossier-là que vous allez à chaque fois faire un commit. Chaque fois que vous développez quelque chose, vous faites commit. Donc, à chaque fois que vous ajoutez un projet, vous faites commit, vous passez vers le même repository. Donc, évitez d'utiliser beaucoup de repositories parce qu'à un moment donné, moi, je me perds un petit peu pour suivre un peu tout le monde. Donc, j'aimerais bien avoir un repository qui porte votre nom, le nom, prénom, et le nom de la matière, c'est J2E, par exemple. Et chaque activité pratique, vous allez rendre le compte rendu. Alors, le compte rendu, ici, il y a le code source d'abord, il faut l'écrire, il faut le tester. Et après, il faut mettre des captures écran qui montrent l'exécution, etc. Et pour ne pas faire un fichier .pdf, prenez l'habitude d'utiliser le fichier readme.md, n'est-ce pas? Vous savez, dans un repository readme.md, vous mettez le... c'est un peu, vous dites par exemple activité pratique 1, voilà, à chaque fois vous ajoutez les activités pratiques. C'est une très bonne pratique. Pourquoi? Parce qu'à la fin, donc vous avez même pour votre CV, on voit bien en quelque sorte sur par exemple l'architecture J2E, quelles sont les activités pratiques que vous allez faire. Parce qu'après vous allez faire une sur l'injection des dépendances. Le prochain cours, ça va être sur GPA, Hibernate, Spring Data. Après, ça va être sur Spring MVC. Après, ça va être sur Spring Security, etc. etc. Donc, c'est-à-dire chaque activité pratique. Et à la fin, vous avez pratiquement l'ensemble des activités pratiques sur votre repository. OK? Voilà. Alors ça, c'est juste pour apprendre les bonnes habitudes. Parce qu'on ne va pas vous laisser jusqu'à l'année prochaine où vous allez commencer à chercher le PFE pour commencer à travailler comme ça, n'est-ce pas? Nous, on a l'habitude à l'INSET, c'est que on aurait pu faire ça depuis l'année dernière, mais ça fait partie des choses. Même si un TP que vous ne terminez pas, dès que avant de fermer votre machine, vous faites commit. Vous ajoutez encore des choses, vous faites commit. Et ça, ça fait partie des bonnes pratiques qu'on attendait de vous. OK? Alors, si vous avez du mal à mettre votre compte rendu, etc., vous faites comme vous voulez avec un fichier PDF, vous mettez les éléments et après il faut le mettre vous le mettez sur le repository. Si vous ne voulez pas utiliser un fichier README, d'accord? Vous pouvez mettre par exemple un fichier PDF pour l'activité pratique numéro 1, après vous ajoutez l'activité pratique, etc. Tout ça, vous pouvez le faire aussi. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui? Alors, est-ce qu'on peut exécuter le jar généré par la commande? Donc, c'est en fait générer un jar exécutable. Alors, pour générer un jar exécutable, donc il y a une petite démarche. Donc, je vous laisse, parce qu'en fait, il y a une vidéo que je vous recommande, vraiment, il faut la voir, dans la chaîne. Allez, c'est prioritaire, tout le monde. Alors, vous allez trouver juste... voilà. Alors, base et outils de développement Java. Les bases et outils de développement Java. C'est vraiment recette. Vous revenez à zéro. Pas?
de comment écrire une classe Java, la compiler sur ligne de commande, comment, etc. Après, avec Maven, comment créer un test unitaire, comment le tester, comment utiliser Git, etc. Donc, ça, c'est des. Vous avez 1, 2, 3, 4, 3 vidéos qui montrent globalement les éléments, on va dire les outils que vous devrez connaître, tout le monde doit connaître. Donc, justement, dans cette démonstration, vous allez voir comment générer un jar exécutable, comment avec Maven vous exécutez l'application, si vous voulez la lancer. Donc, vous avez tout ce qu'il faut ici. OK? Alors, tout ça, je vais vous le laisser sur Classroom. Pour chaque activité qu'on va mettre pour les poser sur YouTube, on va mettre un limite pour AL. Non, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas mettre vous mettez un seul README. Soit que vous mettez tous les rapports dans le même README, ou bien vous laissez tranquille README. Vous mettez, chaque rapport, vous le mettez un fichier PDF. D'accord? Les captures écran, tout ce que vous voulez mettre, vous pouvez le mettre dans un document Word, vous l'enregistrez fichier PDF. Et ce fichier PDF, vous le mettez sur le projet. D'accord? Dans la partie activité. Vous faites le README, vous mettez des liens. Des liens vers activité numéro 1, voilà le lien. Ça, c'est beaucoup mieux.